République démocratique du Congo, plusieurs voix critiquent toujours ce lundi le rejet par la Cour constitutionnelle de 3 recours contre la loi électorale en vue des élections prévues le 23 décembre. Plus de 8000 déplacés civils ont été enregistrés depuis janvier dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du Niger. Cette zone instable frontalière du Mali est théâtre de nombreuses incursions du groupe djihadiste. Où est passé Saïf al-Islam Kadhafi? Certaines informations le donnent même mort à l'absence de la moindre preuve de son sort. La question embarrasse à Zinten, petite ville aux portes du désert libyen. On fera le point. C'était là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le président du Niger a réagi pour la première fois à la société civile et à l'opposition qui marche depuis quelques semaines. Mamadou Issoufou a estimé dimanche soir que la loi de finances 2018, qui était contestée par une minorité des Nigériens, pour lui, elle répond donc aux aspirations du peuple. Plus de précisions à travers ce reportage. La loi de finances 2018 répond aux aspirations du peuple nigérien. C'est pour cela que cette loi est soutenue par l'immense majorité des Nigériens, a déclaré le président dans un entretien à la télévision publique. La loi 2018 est la traduction budgétaire du programme de renaissance qui prévoit d'assurer notamment la sécurité, les routes, le chemin de fer, l'éducation, la santé ou l'accès à l'eau, a-t-il expliqué. Maintenant qu'il y a une minorité qui la conteste, c'est le droit de la minorité de contester. Nous respectons ce droit, a-t-il dit. Mamadou Issoufou a souligné que la contestation organisée depuis 6 mois par la société civile et l'opposition doit s'exercer dans le cadre des lois en vigueur. Les élus de l'opposition avaient rejeté le budget 2018 qui a été voté en novembre 2017 par les députés pro-régime très majoritaires au Parlement. Des heurts ont éclaté le 25 mars à Niamey entre les forces de l'ordre et les protestataires qui voulaient braver l'interdiction par les autorités d'une manifestation contre la loi de finances 2018 qu'ils jugent antisociale. Sur 23 personnes arrêtées, la justice en a inculpé et écroué 22, dont 4 figures de la société civile pour notamment organisation et participation à une marche interdite et complicité de dégradation de biens publics et privés. Dans la foulée, le groupe privé de radio-télévision Labari, appartenant à Ali Idrissa, une des figures incarcérées, a été fermé par les autorités, mais la justice a ordonné sa réouverture. Des ONG nigériennes, Amnesty International et l'ONG Tournons la page ont demandé la libération des personnes incarcérées dans différentes prisons. Une nouvelle manifestation contre la loi de finances est programmée le 8 avril prochain, selon les organisateurs. Toujours dans la région, plus de 8000 déplacés civils ont été enregistrés depuis janvier dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du Niger. Cette zone instable frontalière du Mali est théâtre de nombreuses incursions de groupes djihadistes. Les détails. 8432 personnes déplacées internes ont été dénombrées de janvier à mars 2018, selon des chiffres du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA. Les mouvements des déplacements qui continuent sont occasionnés par les menaces, exactions et la recrudescence des affrontements entre groupes armés non étatiques, indique l'agence onusienne. Ces déplacements pourraient toucher plus de 40 000 habitants de cette région qui abrite depuis 2012 des milliers de réfugiés maliens, s'alarme l'ONU. Il s'agit des premiers cas de déplacés officiellement signalés dans cette zone qui vit sous l'état d'urgence depuis mars 2017. Ces mouvements sont également liés aux effets des mesures sécuritaires visant à juguler les infiltrations meurtrières et récurrentes de terroristes venant du Mali voisin, a expliqué un responsable local. Dans le cadre de ces mesures, une dizaine de marchés ruraux ont été fermés et la circulation de voitures et motos a été interdite dans certaines localités. Des mesures similaires ont déjà contribué à affaiblir le groupe nigérian Boko Haram en le coupant de ses sources de ravitaillement selon les autorités. Dans cette zone enclavée, les motos sont devenues les principaux moyens de déplacement des assaillants qui se ravitaillent en vivres et carburant dans les marchés locaux où sont également tapis leurs informateurs, a relevé ce responsable. Le groupe djihadiste nigérian Boko Haram est également actif dans la région de Difa, dans le sud-est du Niger, frontalier du Nigeria. La région de Difa abrite plus de 300 000 réfugiés déplacés, dont des milliers vivent au milieu d'une population locale déjà très pauvre, selon l'ONU, qui demande à la communauté internationale d'accroître son soutien financier.
En Éthiopie, le nouveau Premier ministre qui succède à Mariam Ali Dessalegn a été investi ce lundi par le Parlement. Abiy Ahmed a prononcé un discours au ton plutôt conciliateur envers l'opposition ainsi qu'à l'endroit de l'Érythrée voisin. Reportage. Issu de l'ethnie Oromo, à l'origine d'un mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent depuis la prise de pouvoir par l'actuel régime en 1991, Abiy Ahmed, 42 ans, a été désigné fin mars par la coalition au pouvoir pour prendre la tête de l'exécutif éthiopien. Sans surprise, il a été officiellement investi ce lundi par le Parlement, totalement contrôlé par le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, EPRDF, et son prédécesseur démissionnaire, Haïlé Mariam Dessalegn, lui a symboliquement remis le drapeau national et un exemplaire de la constitution du pays sous les applaudissements des députés. En ce qui concerne le conflit avec le gouvernement érythréen qui a duré des années, nous voulons que cela cesse pour le bien commun de nos deux pays, pas seulement pour notre avantage, mais pour celui des deux nations liées par le sang. Nous sommes prêts à résoudre nos divergences par la discussion. Nous invitons le gouvernement érythréen à montrer les mêmes sentiments. Pour ceux qui ont payé le prix, comme les défenseurs des droits de l'homme et les politiciens, et pour les jeunes qui ont perdu la vie en cherchant une vie meilleure, pour les familles et les personnes qui ont souffert psychologiquement et physiquement, je m'excuse du fond du cœur. Et aussi aux forces de sécurité qui maintiennent la paix et la stabilité et protègent la Constitution pour le prix qu'elles ont payé, je veux exprimer ma gratitude et mon respect. Nous avons un pays qui a besoin de notre contribution à tous ceux qui souhaitent venir avec de l'expérience et des connaissances pour développer notre pays. Nous vous accueillons à bras ouverts. Haïlé Mariam Dessalegn avait créé la surprise dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique en démissionnant le 15 février et en évoquant alors la nécessité de réformes face au mouvement de protestation débuté fin 2015 dont la répression par les forces de sécurité a fait au moins 940 morts. Le nouveau Premier ministre n'a toutefois pas indiqué s'il comptait lever l'état d'urgence réinstauré au lendemain de la démission de son prédécesseur, une mesure qui, pour beaucoup de dissidents, traduirait dans les faits ces déclarations d'apaisement. Où est passé Saïf al-Kadhafi, le fils de l'ancien guide libyen Mohamed Kadhafi? La question embarrasse Zintène, petite ville aux portes du désert libyen où il était détenu depuis sa capture en novembre 2011. L'annonce de sa libération en juin 2017 par le groupe qui le détenait, une annonce jamais confirmée, alimente depuis les rumeurs. Certaines informations le donnent même mort en l'absence de toute preuve, devant donc situer sur son sort. On fait le point à travers donc ce reportage. Son nom est revenu dans l'actualité depuis que l'ancien président français Nicolas Sarkozy a été inculpé pour un financement libyen présumé de sa campagne de 2007. En 2011, Saïf al-Islam avait déclaré à Euronews, je cite, « C'est nous qui avons financé sa campagne ». Fin de citation. L'annonce de sa libération en juin 2017 par le groupe qui le détenait alimente depuis des rumeurs. Certaines le donnent même pour mort. Même si plusieurs sources libyennes et diplomatiques assurent que le fils Kadhafi est toujours à Zintène, à 170 km au sud-ouest de Tripoli, difficile de savoir s'il est toujours prisonnier. On considère Saïf al-Islam comme un fugitif criminel et il est recherché par les tribunaux. Et quand il sera capturé, il fera face à nouveau à un procès car la justice libyenne n'a pas donné son verdict final. Il est aussi recherché par la Cour pénale internationale. Oui, il est emprisonné. Et s'il n'est pas en prison, il est recherché internationalement. Et il y a des accusations contre lui par les Libyens et par la Cour pénale internationale. Âgé de 45 ans, le fils de l'ancien guide libyen Muammar Kadhafi n'a pas été vu en public depuis juin 2014. Condamné à mort par contumace en juillet 2015, il est aussi recherché par la Cour pénale internationale pour des accusations de crimes contre l'humanité commis durant la révolte qui a conduit à la chute et à la mort de son père en 2011.
Winnie Mandela, l'ex-épouse de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, est décédée ce lundi dans un hôpital de Johannesburg à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie. L'annonce a été faite par son porte-parole en début d'après-midi. Winnie Mandela, qui était l'une des plus grandes icônes de la lutte contre l'apartheid, faut-il le rappeler, a sacrifié sa vie pour la liberté en Afrique du Sud. It is with a profound sadness that we inform the public that Mrs. Winnie Madikizela Mandela. C'est avec une grande tristesse que nous informons le public que Madame Winnie Madikizela Mandela est décédée à l'hôpital Mill Park, ici à Johannesburg, aujourd'hui le 2 avril 2018. Elle est décédée des suites d'une longue maladie pour laquelle elle a été hospitalisée à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Elle est partie en paix en tout début d'après-midi ce lundi, entourée de sa famille. Monday afternoon, surrounded by her family and loved ones. Indomptable et charismatique, Winnie Madikizela Mandela, décédée ce lundi à 81 ans, s'est imposée comme une figure de la lutte anti-apartheid en reprenant le flambeau de son mari Nelson Mandela alors qu'il était en prison. Son parcours est indissociable de celui du premier président noir d'Afrique du Sud, dont elle a été l'épouse pendant 38 ans, y compris les 27 années qu'il avait passées en prison. Née le 26 septembre 1936 dans la province du Cap Oriental, elle décroche un diplôme universitaire de travailleur social, une exception pour une femme noire à l'époque. Égérie de la lutte anti-apartheid durant les 27 années d'emprisonnement de Nelson Mandela, libéré en 1990, elle était cependant devenue une figure controversée. Celle qui était surnommée la mère de la nation a notamment encouragé la violence pendant la lutte contre le régime ségrégationniste. Les frasques de cette femme de caractère, son discours violent et des accusations de meurtre portées contre ses gardes du corps l'avaient rapidement éloignée de son époux en 1996, 2 années après l'accession à la fonction suprême de Nelson Mandela. En République démocratique du Congo, plusieurs voix critiquent toujours ce lundi le rejet par la Cour constitutionnelle de 3 recours contre la loi électorale en vue des élections prévues le 23 décembre. Plus de précisions à travers cet élément. La Cour constitutionnelle a rejeté 3 requêtes contre la loi électorale promulguée fin décembre 2017 par le président Joseph Kabila, a-t-elle annoncé vendredi. Ces requêtes ont été déposées par des parlementaires vent debout contre un seuil d'éligibilité qui va, selon eux, pénaliser les petits partis aux élections législatives car il faut réunir 1% de l'électorat national pour envoyer des députés à l'Assemblée. Les parlementaires protestent également contre la caution exorbitante demandée aux futurs candidats pour les scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux prévus le 23 décembre. Chaque candidat aux élections législatives doit déposer une caution de $1000 contre $500 par liste auparavant. Le quotidien Le Potentiel affirme que c'est la voix du président de la Cour constitutionnelle qui a départagé les magistrats qui ont voté à 4 voix contre la requête et à 4 voix pour. La Cour constitutionnelle n'a pas dit le droit. Elle a exécuté une décision, sans doute, dictée par le pouvoir, déplore Le Potentiel dans son éditorial. Les juges de la Cour constitutionnelle ont déclaré une requête irrecevable sans motiver ni nous dire pourquoi elle la juge irrecevable selon un député de la majorité présidentielle opposé au seuil de représentativité cité par Le Potentiel. Les élections du 23 décembre doivent organiser la succession et le départ du président Kabila qui est resté au pouvoir au-delà de la fin de son 2e et dernier mandat intervenu selon la Constitution le 20 décembre 2016. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.